Salut bien, je vous accueille à cette conférence sur Gaston Miron qui sera donnée par M. Alexandre McCabe. Je vous remercie de votre très grande participation. C'est quasiment un peu gênant, on peut nommer les personnes par leur nom. Alors, je remercie mes étudiants qui font la presque totalité des personnes dans la salle. Je vous remercie de votre présence. Bon. Mon premier mot sera aujourd'hui pour les étudiants qui sont à Québec en train de manifester. C'est une cause noble, juste et courageuse face à l'arrogance de la ministre Beauchamp et on comprend leur absence. On s'était entendu avec l'association pour faire cette activité-là. Malheureusement, difficile de reporter une conférence avec le conférencier pour l'allocation aussi de la salle Georges Odor. Alors, on a décidé de tenir quand même la conférence aujourd'hui, mais s'il n'y avait pas eu la manifestation à Québec, sans doute que la salle aurait été pleine, mais notre cœur, notre âme, notre esprit est avec ceux à Québec qui défendent la justice, je crois. J'aimerais aussi remercier M. Pierre Grondin, le directeur des affaires étudiantes, qui nous a permis de vous donner cette conférence gratuite. Alors, sans doute que M. Grondin, lui aussi, croit à la gratuité scolaire. Alors, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Je remercie aussi Dominique Villeneuve aux communications, ainsi que Samuel, le technicien. Jordan, qui est le responsable du projet Hermès, c'est une conférence dans le cadre du projet Hermès, et son fondateur, Michel Dosti. Bon. J'aimerais présenter M. McCabe assez simplement. Je vais, peut-être me condamnera-t-il, me poursuivra-t-il en cours, mais j'aimerais tout simplement dire que c'est un fou de Miron. Je l'ai rencontré à Montréal, dans une rue obscure. Il vous précisera sans doute les circonstances tantôt s'il le veut bien. Je le voyais se promener dans la rue avec les mêmes jeans. Il avait dans sa poche gauche un livre de Godin et dans sa poche droite un livre de Miron. Mais je me dis, ça se peut pas, quelqu'un aujourd'hui au Québec qui se promène avec un livre de Godin, un livre de Miron. Qu'est-ce qui se passe? Et je commence à discuter avec lui et il me partage sa passion sur Miron. Et j'étais accroché. Pourquoi? Parce que Miron était quelque chose de profond, quelque chose d'important. Et je pensais que, moi qui ne connais pas beaucoup Miron, j'ai commencé à comprendre que si j'oubliais Miron, j'étais en train aussi d'oublier ma propre histoire, ma propre nation. Et ça, c'était quelque chose de grave. Alors, j'ai eu immédiatement l'idée, pour vous sauver, chères étudiantes et chers étudiants, d'organiser cette conférence sur Gaston Miron, qui sera sans doute extrêmement intéressante. J'en suis persuadé. Vous allez constater que M. McCabe est quelqu'un d'extrêmement passionné. Alors, voilà pour la petite présentation. J'espère que ça vous satisfait, M. McCabe. OK, excellent. De toute façon, c'est entre nous. Alors, peu importe ce qu'on dit. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous. Je tiens à remercier Jean-François, premièrement, de m'avoir invité ici pour parler effectivement de quelqu'un que j'admire, quelqu'un que j'apprécie incroyablement, qui me fascine surtout. Et donc, voilà, je viens ici aussi pour vous parler de ce que je nomme l'effet Miron. De ce que je nomme, là, on va y aller plus modestement, en fait, là, il n'y a pas que moi qui dis ça, parce que vous verrez autour de quel phénomène, mais on a parlé donc vraiment d'un effet Miron, comme si dans les derniers temps, on retournait à ce poète-là. Alors, on va essayer de s'expliquer, c'est le but de la conférence, là, on va essayer de s'expliquer pourquoi. Mais je prends 2 secondes pour juste faire un parallèle avec ce que Jean-François parlait de ces étudiants qui sont partis marcher, en fait, contre la hausse des frais de scolarité. Je voulais juste vous dire que, Miron, on va voir à quel point Miron a été engagé toute sa vie, défendu différentes causes, mais donc c'était un homme de gauche, Miron, et juste vous dire qu'il était aussi pour la gratuité scolaire. Alors, il a lancé en 1958, après que Maurice Duplessis, qui était premier ministre du Québec à ce moment-là, après que donc Duplessis, dans un discours, ait dit devant, il me semble, la jeune chambre du commerce, il dit que la gratuité scolaire est un leurre et un mythe. Alors ça a révolté Miron, donc, qui a fait appel à ses comparses écrivains, comparses intellectuels,
Et donc, parmi les plus célèbres, alors parmi les signataires plutôt, on compte Pierre-Éliott Trudeau, qui n'est pas le moindre, Gérard Pelletier, Fernand Dumont, grand intellectuel québécois, Jacques Brault, un collègue poète, Jacques Ferron aussi, grand écrivain, Pierre Vallière aussi. Donc voilà, c'était un petit lien pour vous montrer que donc effectivement Miron, en homme de gauche, très propre. Puis là, je veux pas le faire parler, bien sûr, il est plus ici pour prendre position, mais je crois qu'il aurait été solidaire avec ses étudiants qui sont partis manifester. Alors, j'ai une présentation à vous faire en 4 points, en 4 parties. Et donc, je vais commencer là, par vous expliquer un peu ce que je suis pour vous montrer en fait quel est mon lien avec Miron. En fait, je vous dis tout de suite, là, c'est peut-être un peu pour me dédouaner en fait, là, mais je suis pas un spécialiste de Miron. Hein. J'ai pas fait nécessairement de longues études sur Miron. Dans ma vie, j'ai fait un mémoire de maîtrise entre autres sur Albert Camus. Ce qui est pas ce qui vaut la peine d'être mentionné dans la mesure où Camus a été un écrivain qui s'est engagé, qui a participé au grand débat politique qui avait cours en France au moment où il écrivait. Mais donc, je suis vraiment un peu comme Jean-François le disait, un fou de Miron. J'ai d'abord et avant tout une passion pour Miron. Pour cet homme-là, oui, cette œuvre-là qui m'a complètement bouleversé. Et c'est un peu de cette manière-là, en fait, que je veux vous en parler, c'est-à-dire que c'est d'abord une rencontre qui est, oui, intellectuelle, parce que Miron est un intellectuel, quoi qu'on dise sur lui. On se souvient surtout là, du personnage qui était Miron, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, c'était un intellectuel, quelqu'un qui était érudit, qui avait une grande connaissance de ses dossiers, qui parlait pas à travers son chapeau. Mais donc, moi, la rencontre avec Miron, c'est d'abord une rencontre émotive. C'est-à-dire que ça a été un choc, ça a été un bouleversement que cette œuvre-là. Et donc, c'est un peu de ces sentiments, de ces émotions que j'ai vécues à la rencontre de l'œuvre de Miron que je veux partager avec vous. Bon, d'abord. Peut-être essayer de me les expliquer aussi, donc de voir la source de cette émotion-là. Donc, on va pouvoir voir ça ensemble. Ensuite, je pense que ce qui est important, il y a peut-être des gens ici qui connaissent l'œuvre de Gaston Miron. Il y a les générations qui me précèdent, qui nous précèdent. Je vois des gens de tous les âges ici. Mais donc, c'est la rencontre que j'ai avec Miron, c'est la rencontre d'un jeune trentenaire aussi. Donc, 31, ça fait pas longtemps. Mais donc, d'un jeune trentenaire avec ce poète-là, donc qui appartient à une autre génération. Alors, c'est important de le mentionner aussi parce que il y a une rencontre qui se fait dans l'effet Miron, c'est ce qu'on va s'expliquer. Il y a une rencontre qui se fait avec les jeunes. Ça a étonné même certaines personnes que les jeunes soient là dans l'aventure, entre autres, des 12 hommes rapaillés, dont je parlerai tout à l'heure. Mais donc, ça, c'est important de le mentionner. C'est aussi une rencontre d'un professeur de littérature. Là. Ça va de soi peut-être que de rencontrer un écrivain. Mais dans la manière d'écrire de Gaston Miron, dans son destin de poète, dans sa manière d'approcher en fait la littérature, dans son engagement, il y a un engagement que je peux me reconnaître en fait en tant que professeur de littérature, dans lequel je peux me reconnaître en tant que professeur de littérature, parce qu'on défend la même chose, on défend la littérature québécoise bien sûr. Et donc, il y a des questions qui se posent sur la littérature québécoise, sur sa survie, et donc sur sa continuité. Alors, ces questions-là aussi, je pense, je les partage avec Gaston Miron. Alors, voilà, c'était pour vous faire un peu le portrait, vous expliquer peut-être aussi les raisons de ma présence ici. Alors,
Je vais passer très vite à Gaston Miron, passer de moi qui est c'est peu intéressant, à, bien sûr, l'œuvre de cet homme que je viens vous présenter. Donc, l'effet Miron. Une photo qui est assez intéressante, là, que j'ai trové dans un journal, mais donc, il y a déjà dans cette image quelque chose de très représentatif de Gaston Miron. De le voir devant un micro, en fait, je pourrais pas vous dire là, exactement l'occasion où Miron prenait la parole, mais il y a quelque chose d'assez fondamental dans cette image-là, assez représentatif en fait, parce que Gaston Miron, c'était un poète qui a souvent pris la parole. Donc, c'est un poète qui a souvent dit ses poèmes, qui les a même plus souvent dit qu'écrit d'une certaine façon. Parce que, on va voir que la publication des poèmes de Gaston Miron, ça n'a jamais été très, très évident. Il a toujours été très réticent devant cette publication de ses propres écrits. Mais donc, pour dire ses poèmes, ça, il y a tout plein de gens qui ont témoigné que Miron leur faisait une lecture spontanément comme ça. Ça pouvait être au restaurant, ça pouvait être dans la rue. Mais donc, il traînait ses propres poèmes et des fois, il essayait de voir les effets de ses poèmes. Donc, devant différents publics. Puis, il semblerait que même il adaptait d'une certaine manière sa manière de présenter ses poèmes, voir ses poèmes, étant tout dépendant du public qui était devant lui. Alors, image très représentative plutôt. Alors, mon exposé, ma présentation là, va se diviser en 4 parties. D'abord, premièrement, Miron ressurgit. Alors, Miron réapparaît. On parle de Miron. Alors, on va essayer de voir de quelle façon, premièrement, je vous dis ça, puis dans les faits, peut-être que vous vous dites, premièrement, question à main levée, qui connaît Miron? Qui connaît Gaston Miron? Voilà. Alors, moi, je parle d'un effet Miron. Je dis que Miron est en train de revenir, puis donc, il y a des gens qui ne connaissent pas le Gaston Miron. Alors, ça, j'en suis conscient, en fait. Donc, cet effet Miron, il a été perçu, il a été aperçu, donc, dans certaines circonstances que je nommerai tout à l'heure. Ensuite, prochaine étape, ça va être parcours d'un poète. Alors, ça va être bien aussi de parler, là, pour ceux qui le connaissent, moi, même pour ceux qui connaissent déjà Miron, mais donc, juste de voir un peu quel a été le parcours de Gaston Miron, qu'est-ce qui l'a amené à la poésie, comment a été son approche de la poésie, comment il a abordé son métier d'écrivain, de poète. Alors, on va pouvoir parler de tout ça. Ensuite, on va parler de Miron aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui reste de Miron aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'œuvre de Miron aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut encore nous dire, Miron, aujourd'hui? Vous allez voir, là, je vais vous présenter plusieurs extraits de cette œuvre de Miron. L'œuvre non seulement écrite, mais l'œuvre aussi parlée. Donc, il y a des conférences, des extraits de conférences que je vais vous présenter de Gaston Miron. Alors, Miron qui disait lui-même là, que son œuvre parlée était pas mal plus imposante que son œuvre écrite. Alors, on va voir que Miron, encore aujourd'hui, a des choses encore à nous dire. On verra de quelle façon. Et ensuite, Miron demain. Alors, qu'est-ce qui va rester de Miron dans quelques années, dans les années futures, dans les décennies futures? Qu'est-ce qu'on va conserver de cette œuvre-là? Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, Miron ressurgit. Je vous ai fait... Voilà. Cette présence-là, en fait, se manifeste peut-être là en 3 points, 2 en particulier. Alors, il y a d'abord l'aventure des 2 hommes rapaillés.
Pour ceux qui ne seraient pas au courant de ce que c'est, les 12 hommes rapaillés, en fait, ce sont 2 disques qui ont été faits. En fait, le premier a été fait d'abord. Donc, on a rassemblé 12 hommes, 12 artistes bien connus, des plus jeunes, donc des artistes de différentes générations. Alors, les Michel Rivard, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier de Carquois, Yann Perrault, Vincent Vallière, Plume Latraverse, sur le premier était là. Donc, on a fait 12 chansons. On a adapté, oui, donc Gilles Bélanger qui a composé la musique de ces chansons-là, en fait, de ces poèmes qui se sont transformés en chansons. Et donc, le succès pour le premier volume a été absolument retentissant. 35 000 albums vendus, 10 000 spectateurs qui sont allés voir le spectacle. Et il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai eu la chance d'aller voir un de ces spectacles, donc tout de suite après l'apparition du premier volume. C'est un spectacle vraiment extraordinaire. On sentait vraiment une énergie étonnante. Et le spectacle a été mis en scène par Marc Bélan. Et Marc Bélan a réussi à rendre Miron présent. Avec sa mise en scène, il a placé une table, une chaise, tout plein de livres qui étaient éparpillés sur cette table-là. Et on sentait vraiment cette présence de Miron dans le spectacle. Et c'était cette énergie, surtout. C'est ça qui était fascinant. L'énergie qu'il y avait de voir plein de gens, encore là, de différentes générations. Puis d'ailleurs, Marie-André Baudet, qui a été la conjointe de Gaston Miron dans les dernières années de sa vie, et Pierre Neveu, qui a écrit la biographie de Miron, dont je vous parlais tout à l'heure. Il était étonné de voir à quel point il y avait des jeunes dans la salle de spectacle. Et vraiment, je les ai entendus en entrevue manifester cet étonnement-là. Ils ne s'attendaient pas à ce que des jeunes se présentent à ce spectacle-là. Marie-André Baudet disait que, peut-être que ces artistes-là, Yann Perrault, Vincent Vallière, Louis-Jean Cormier, avaient chacun leur public. Michel Rivard aussi, Richard Séguin. Donc, peut-être que c'est ce qui faisait il y avait peut-être un peu plus d'intérêt pour le spectacle. Mais je pense que ça dépassait tout ça. On découvrait une œuvre aussi. On découvrait donc une poésie qui avait un retentissement, qui vraiment venait, qui nous interpellait carrément. Alors, les 2 hommes rapaillés, juste pour vous donner un peu un aperçu de ce que ça donne, je vous fais entendre un extrait d'Amour sauvage amour. Enlace ta nudité sans rivage, où je déferle pareil à l'espace sans bord. Amour sauvage amour, de mon sang dans l'ombre, nouveau visage du vent, dans les broussailles, une femme me faut aimer. Alors, on a réussi à créer vraiment une atmosphère aussi. Je pense que Louis-Jean Cormier de Carquois y est pour beaucoup. Mais donc, on a réussi à mettre en valeur ces poèmes-là. Et d'ailleurs, Pierre Neveu disait dans l'entrevue dont je vous parlais que c'est pas toujours bien réussi. Donc, des poèmes qui sont mis en musique. Et là, au contraire, l'accueil a été absolument pas mitigé. Au contraire, l'accueil a été très, très chaleureux. On a vraiment salué cette œuvre-là, tellement que donc, le premier volume ayant eu autant de succès, les spectacles aussi, on a décidé de réitérer et donc on a fait le deuxième album et le deuxième spectacle. Et pour clore un peu là-dessus, en fait, l'aventure des 12 hommes rapaillés, ça a vraiment été aussi assez marquant pour les artistes qui y ont participé. Ils se sont sentis une très grande solidarité à l'intérieur de cette aventure-là, une grande amitié, des amitiés qui se sont développées.
une fraternité. Et c'est un peu tout ça à l'image, Marie-André Baudet le soulignait donc dans l'entrevue où elle parlait de cette aventure. C'est un peu à l'image de Gaston Miron. Donc, je vous parlerai tout à l'heure de certaines de ses amitiés, grandes amitiés. Donc, c'est à l'image de Gaston Miron, ce lien-là qui a uni les 12 hommes rapaillés. Ensuite, donc, il y a la biographie qui est sortie il n'y a pas si longtemps, donc de Gaston Miron, une biographie de Pierre Neveu, excellente biographie étoffée. Et bon, Pierre Neveu a eu la chance d'avoir accès à une malle. Il a travaillé avec Marie-André Baudet, donc la conjointe de Gaston Miron dans les dernières années de sa vie. Il a rassemblé des documents donc qui étaient inédits, ce qui lui a permis de refaire un peu le parcours littéraire, le parcours politique aussi d'une certaine manière de Gaston Miron. Alors, cette biographie-là, on en a, elle aussi, quand même, beaucoup parlé. C'est une œuvre vraiment qui est exemplaire, très, très bien écrite. Et donc, ça nous permet de bien voir, en fait, le parcours de Gaston Miron, de bien comprendre ses origines, de comprendre aussi, donc, chacun des combats qu'il a pu mener et aussi de bien comprendre sa poésie. Je pense que pour ça peut servir en fait d'introduction à sa poésie, mais on voit vraiment la genèse de son métier en fait, de son œuvre en fait d'écrivain. Et bon, je dis aussi, il y a la présence subtile de Miron, c'est-à-dire que Miron, puis là encore là, c'est vraiment bon des anecdotes parfois qui nous le révèlent, mais on parle de Miron. Miron est là, je voyais des écrivains, par exemple, des jeunes écrivains qui sont marqués par cette œuvre-là. Ça revient très souvent dans les entrevues. Donc, on glisse un mot sur Miron. Donc, on essaie de se trouver, ou on se trouve, en fait, on la nomme une filiation avec cet écrivain-là. Et donc, je vous dirais que le nom de Miron ressort très souvent. Une anecdote, là, ou un détail qui est pas gigantesque, mais quand même, vous avez Fred Pellerin, que vous connaissez sans doute, qui a sorti son nouvel album. Il y a une chanson, en fait, il reprend une très vieille chanson, une chanson traditionnelle qui s'appelle « La complainte du Saint-Maurice ». Et il dit reprendre la version de Gaston Miron. Alors, c'est vous dire que Gaston Miron est là, qui a cette influence-là sur différentes personnes. C'est pas nécessairement au vu et au su de tout le monde, mais il y a comme ça Miron qui apparaît à différents endroits. Alors voilà, ça c'est la présence plus subtile de Miron, mais quand même, ça fait partie un peu de ce retour à Miron. Alors, pourquoi on retourne à Miron? On va essayer de voir d'abord qui il a été, Miron, quel a été son parcours. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il a amené à la poésie, comment il a vu l'acte d'écrire, comment il a conçu l'acte d'écrire. Alors, voilà. Bon, premièrement, la mythologie mironienne, ça c'est quand même assez important. Il y a Miron, d'une certaine manière, puis je vous dirais que Pierre Neveu essaie de déconstruire ces mythes sur lesquels, qui revenaient souvent dans ses entrevues. Donc Gaston Miron parfois se répétait avec des anecdotes qui revenaient. Donc quand il relatait entre autres des événements relatifs à son enfance. Donc souvent il répétait les mêmes histoires, mais ça faisait partie donc de sa mythologie. Entre autres, l'analphabétisme de son grand-père maternel. En fait, cette histoire-là, il l'a racontée très très souvent, et ça a été assez fondamental. En fait, l'histoire est bien simple. Et, bon, habituellement, la mise en scène est toujours la même. Le jeune Miron est en train de lire le journal. Et son grand-père, qui est au-dessus de lui, le félicite d'une certaine manière de pouvoir lire, et il lui dit, tu sais,
Puis là, il comprend bien que le grand-père est pas capable de lire, mais le grand-père dit, tu sais, quand on sait pas lire, on est dans le noir. Et là, Miron dit, à ce moment-là, tout le noir de ces hommes, parce que bon, il y avait son grand-père, mais il y avait ses oncles aussi, il dit, tout le noir de ces hommes est entré en moi. Alors, ça explique un peu, je vous dirais, son rapport à l'écriture, son rapport à la langue, qui a toujours été un rapport parfois, je vous dirais, complexé. Donc, il y a toujours eu cette blessure première dans son approche de l'écriture. Il y a aussi, bon, ses origines aussi, il y a une naissance, en fait, il est né à Sainte-Agathe, dans les Laurentides, et donc il va vivre là pendant les premières années de sa vie. Il va avoir un événement là, qui va être marquant pour lui. Son père va décéder alors qu'il a 12 ans. Son père avait un commerce, il vivait quand même assez bien, pas nécessairement richement, mais quand même, il vivait assez aisément à ce moment-là. Et donc, à la mort de son père a changé beaucoup sa situation, la situation économique de la famille. Donc, il a connu la pauvreté. Et c'est à cette pauvreté qu'il va s'attacher. Il va, bon, plus tard, là, en évoluant, quand il va reparler de son enfance, il va parler quand même assez peu. Et il va rester toujours attaché à Sainte-Agathe, mais il va parler plutôt de Saint-Agricole. Donc, qui est un village où ses grands-parents maternelle habitait, d'où sa mère venait. Saint-Agricole, déjà, le nom est assez évocateur. Là. Vous avez les relents d'un Québec passé en un seul nom de village. Donc, le Saint, l'Agricole, tout est là. Mais donc, il va s'attacher vraiment à ce lieu-là qui va devenir le lieu de ses origines. Et donc, Saint-Agricole, là, maintenant, cherchez-le plus, c'est devenu Val-des-Lacs. Mais donc, lui, toujours, quand il nomme cet endroit, bien que le nom ait changé, il va toujours nommer ce village, donc Saint-Agricole. Alors, ça aussi, ça va être important. Je parlais de son père aussi. Son père lui a dit à un certain moment quelque chose de fondamental. En fait, ce qu'il y a à Sainte-Agathe, donc dans les 12 premières années de sa vie, quand il y est, Sainte-Agathe reçoit beaucoup de visiteurs qui sont anglophones. Donc, il y a des gens qui viennent passer leurs vacances, qui viennent passer l'été, donc à Sainte-Agathe. Et bien sûr, ils font appel aux ouvriers qui sont là, aux menuisiers, aux charpentiers. Donc, son père, en étant un, il a affaire avec des anglophones. Et, il ne maîtrise pas nécessairement bien la langue, le père de Miron. Et, à un certain moment, il dit à son fils, « Toi, tu vas apprendre l'anglais. » Et cette histoire-là, elle revient souvent. Ça a été là aussi une autre situation qui a été déterminante pour Gaston Miron. Et là, je suis vraiment en train, là, en vous disant, en vous nommant ces moments-là de la vie de Miron, bien sûr, raconté par Miron, parce que il y a, entre autres, sur la présence des anglophones à Sainte-Agathe, il y a tendance, parfois, c'est ce que Neveu nous dit, à peut-être exagérer un peu les chiffres, exagérer la présence. Mais ça aussi, ça fait partie, dans le fond, de cette mythologie mironienne sur laquelle il va s'appuyer, donc pour développer ensuite sa pensée, son action politique aussi. Alors, ces quelques anecdotes, au moins, nous placent un peu le portrait. Tout ça a été quand même assez fondamental. Donc, ça, c'est son enfance. C'est vraiment ses mythes d'enfance. Et donc, vient ensuite le sentiment de l'aliénation. Miron, vers la fin des années 40, va se diriger à Montréal. Donc, il part des Laurentides pour se diriger donc à Montréal. Cette expérience-là va être fondamentale pour lui aussi, parce que donc il va arriver à Montréal dans une ville, et il va le dire tout à l'heure dans l'extrait que je vais vous présenter, mais dans une ville donc où l'anglais est très très
présent, où l'anglais même est nécessaire. Donc, on doit maîtriser l'anglais pour, entre autres, pouvoir travailler. Et ça, c'est assez dérangeant pour Gaston Miron. C'est ce qui va provoquer chez lui peut-être une révolte et tout ce qui va suivre ensuite encore une fois, dans sa manière d'analyser cette situation. Donc, sa manière, en fait, d'analyser cette situation va, motiver certaines de ses prises de position de manière assez claire. Donc, le sentiment d'aliénation, je veux juste vous laisser entendre Gaston Miron, dans le fond, qui va vous le décrire. Alors ça, c'est un extrait d'un documentaire qui a été fait. Il n'y en a pas beaucoup, des documentaires sur Gaston Miron, mais il y en a un qui a été fait donc en 1994 par André Gladu. Alors, vous allez voir Miron, là, c'est le seul extrait que j'ai de Miron, et ça vaut la peine de le voir. Ça vaut la peine de l'entendre, Gaston Miron. C'est comme ça qu'on comprend bien ce qu'il est. Parce que, donc, le personnage est important, en fait. Quand on parle de Gaston Miron, c'est pas pour rien qu'il s'est créé une légende autour de Gaston Miron. C'est parce que Miron avait un charisme assez extraordinaire. Alors, je vous laisse entendre. Dem Kennog de Pisoup, Saint-Bénit de Batèche, Saint-Bénit de Vimagané de Batèche, Belgrégous de vieille Régine de Batèche. Quand je suis arrivé à Montréal en 1948, Montréal était la plus grande ville anglaise de langue française. Tout était en anglais. Je marchais sur la rue Sainte-Catherine. L'intérieur de moi, dans mon intérieur, j'entendais cette petite musique française de ma langue. Hein. Les fantasmes des mots dans ma langue, je les voyais. Et tout l'extérieur me niait. Je n'étais pas flush avec la réalité. Je ne coïncidais pas avec la réalité. Et c'est le sujet des monologues de l'aliénation délirante. Hein? Or, je suis dans la ville opulente, la grande Sainte-Catherine Street, galope et claque dans les mille et une nuits des néons. Moi, je gis, muré dans la boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Ravageur, je fouille ma mémoire et mes chairs jusqu'en les maladies de la tourbe et de l'être pour trouver la trace de mes signes emportés, arrachés. Hein, c'est d'autres signes qui étaient là. Ce n'étaient pas mes signes. Suis-je ici, ou ailleurs, ou autrefois dans mon village? Je marche sur des étendues de pays voilés, notre pays. Je marche avec un cœur de patte saignante, parce que ça me faisait souffrir de voir de constater, de vivre cette situation. Et plus tard, je vais me révolter. Je crache sur votre argent en chien de fusil, sur vos polices et vos lois d'exception. Je vous dis non, je vous réponds, je recommence, c'est non et non, je vous garoche mes volées de copeaux de haine. Je vous garoche mes volées de copeaux de haine, de désirs homicides dans la batèche. Alors, on voit qu'il y a une révolte qui naît. Et de cette révolte-là va naître, bien sûr, des poèmes, mais donc va naître des poèmes qui vont être engagés. Alors cet engagement-là va être fondamental. En fait, Miron va lier son destin de poète au destin de son peuple. Et ça, c'est pas rien. Donc on peut, quand on est artiste, on peut être engagé de différentes façons. Donc, on peut soutenir différentes causes, mais ne pas nécessairement faire de lien entre cet engagement et l'art qu'on fait, nos créations. Miron, lui, au contraire, tout est interrelié. Pire encore,
il va parfois sacrifier son art pour son engagement. Donc, il va écrire, il n'aura pas le temps d'écrire. Trop engagé dans la lutte de libération de son peuple. Alors, on va lui reprocher, parfois ce silence, on va lui reprocher de ne pas publier. Mais pour Miron, tout a une logique. D'ailleurs, on va le voir, Miron va le dire lui-même, on va pouvoir le lire. Alors, bon, ça c'est le poème qu'il a lu. C'est un extrait de Monologue de l'aliénation délirante, un grand poème. Alors, poésie et engagement. On a un peu. Alors, ici, vous avez un extrait d'un long chemin, pardonnez-moi, donc publié dans la revue Parti pris, donc qui appartient à une génération qui est un peu plus jeune, donc parmi les artistes qui vont participer à Parti pris, entre autres Gérald Godin, qui va être un très grand ami de Gaston Miron. Donc, en 1965, il écrit dans Parti pris cet essai, Un long chemin, et voici ce qu'il dit. « Quant à moi, je refusais toujours de publier mes poèmes en livre, bien que j'ai consenti à les donner à des revues qui œuvraient dans une perspective d'indépendance, qui est le cas de Parti pris. J'aurais fait, croyais-je, le jeu de ceux qui prétendent sans broncher que nous avons tous les moyens de nous réaliser en tant qu'êtres au monde de culture française, être nous-mêmes, dans le statu quo d'un système où aucune motivation socio-économique ne vient rendre nécessaire la pratique de cette culture. » En fait, ce que Miron dit, c'est que s'il avait publié ses poèmes, ça aurait été dire, en fait, à tout le monde, c'est possible d'écrire, c'est possible de faire de l'art au Québec, alors que pour lui, il y a une impossibilité. Parce que, donc, on le dit, le statu quo d'un système où aucune motivation socio-économique ne vient rendre nécessaire la pratique de cette culture. Cette culture-là, tout le monde lui disait, quand il est arrivé à Montréal, tu dois apprendre l'anglais. Tu veux un travail? Tu dois apprendre l'anglais. Alors, à quoi bon continuer de perpétuer le français, la culture francophone? À quoi bon? Donc, continuer dans la mesure où tout se passe, c'est un grand mot, mais où, dans la majorité des cas, dans la sphère socio-économique, il faut parler l'anglais. Alors, donc, constatant ce fait, il va aller très loin, dans le fond, dans sa constatation, dans sa révolte. Il va aller aussi loin que dans une espèce d'empêchement de l'écriture. Il va s'empêcher lui-même d'écrire parce que ce serait, donc, écrire de manière satisfaite, alors qu'on ne peut pas être satisfait dans la situation dans laquelle on est. Ensuite, je vous disais que ces poèmes sont très clairement donc engagés, bien sûr, mais donc tout son art va se mettre avec lui en lutte pour arriver à sortir, à libérer, en fait, son peuple, sa société. Alors, ça, c'est un très beau poème sur la place publique, et ça en dit beaucoup, ce poème-là, sur le cheminement de Gaston Miron. Alors, il nous dit « Mes camarades au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème. » Si je fus le haut lieu de mon poème, ça arrive très souvent que les poètes, en fait, ont comme au lieu eux-mêmes le je. Et vous allez voir dans cette strophe, en fait, on glisse du je de la première personne, et là va apparaître, la première personne, en fait, du singulier, va apparaître, je suis en train de vous faire un cours d'énonciation, mais bon, on passe du je au nous, en fait. Et ça va être assez fondamental. Le nous va être assez souvent présent dans la poésie de Gaston Miron. Alors, si je fus le haut lieu de mon poème, c'était moi qui est important. D'ailleurs, les premiers poèmes de Gaston Miron, bien sûr, il y a des grands poèmes d'amour, mais très souvent, donc c'était la blessure d'amour qui revenait dans les poèmes. Il y avait aussi des poèmes qui étaient empreints de religion. Ça, c'est d'un sentiment religieux. Miron, qui a déjà été, donc, chez les frères aussi, ça a été très important. Il y a des frères qui ont eu une influence déterminante sur lui, qui lui ont permis, en fait, d'accéder à la poésie. Ça, c'est très, très, très important. Il reste attaché à ce sentiment religieux assez longtemps, et même ça se répercute dans son œuvre. Mais donc, ce jeu, tout à coup, est mis de côté, ce jeu peut-être plus lyrique. Alors,
je suis sur la place publique avec les miens. Alors là, tout à coup, il participe à la lutte des siens. Mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Prendre le mort obscur, hein, il y a l'idée de la bête qui va mordre dans le mort. La bête, ça revient très, très souvent chez Gaston Miron. Donc la bête, la tête penchée, le bison, ça peut être le bœuf, peu importe, mais la tête penchée qui avance, on le voit très souvent. Donc là, on voit ce passage-là. Alors, il y a eu un constat, le sentiment de l'aliénation, la révolte qui naît de ce sentiment-là, d'être chez nous, mais de ne pas se sentir chez nous. Et donc, voilà, sa poésie même va être marquée par ce constat, par cette prise de conscience. Ensuite, les difficultés que ça implique, en fait, cette prise de conscience-là. Alors, tu sais, là, le tu. Hein? Bon, on avait le je, le nous, le tu. Le tu, c'est souvent la femme sans fin chez Miron. Donc, la femme avec un F majuscule. Mais donc, tu sais que je peux revenir et rester près de toi. Alors, ça, ce serait revenir peut-être au jeu lyrique, au jeu plus individualiste, au jeu qui oublie le collectif, le jeu qui oublie son peuple. Alors tu sais, oui, je peux revenir. Ce n'est pas le sang, ni l'anarchie ou la guerre. Hein, la situation dans laquelle on est, cette situation d'aliénation, là, j'endosse tout, hein. J'endosse tout ce que Miron dit, là. Comme je vous dis, je vous fais pas une conférence académique. Vraiment, je reprends tout ce que Miron dit. Mais donc, effectivement, il n'y a pas de sang qui coule. Bien sûr, il y a des événements qui vont se produire où on va voir un peu plus de violence. Dans les fins des années 60, bon, la crise d'octobre, années 70, mais outre ça, donc, il y a des pays qui sont ravagés d'une manière beaucoup plus brutale pour des questions semblables. Mais donc, pourtant, je lutte, je te le jure, je lutte, parce que je suis en danger de moi-même à toi. Ce vers-là est formidable, dans la mesure où, parce que je suis en danger de moi-même à toi, si je ne peux pas t'aimer, je ne peux pas t'aimer tant que je ne suis pas. Pour aimer, il faut être. Si je ne suis pas, je ne peux pas t'aimer. C'est assez fondamental. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de se mettre en lutte dans la mesure où cet amour qu'il pourrait avoir pour la femme avec un grand F, bien sûr, qui ponctuellement, bon, c'était une femme ou un autre, mais dans les faits, c'est toujours la femme avec un F majuscule. Mais donc, cet amour-là est menacé par la condition même du poète, par la condition même de l'homme canadien-français ou l'homme québécois. Donc, s'il y a péril en la demeure pour l'homme québécois, bien, il y a péril en la demeure pour l'amour aussi qui pourrait naître. Et, bon, là je vais être très, très, très subjectif, mais ça c'est à mon avis le plus beau vers qu'on ait produit dans la littérature québécoise. C'est un vers qui, si on me demandait là, de définir en une ligne, qu'est-ce que c'est la condition de l'écrivain au Québec, je pense que je citerais ça. Qu'est-ce que c'est même la littérature au Québec? Ce serait ça. Alors, Miron va dire, je ne chante plus, je pousse la pierre de mon corps. Je mettrais ça partout. On amoureuse et désespérée, mais c'est ça. Donc, je ne chante plus, je pousse la pierre de mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Le poète est fait pour chanter. Le poète est fait pour célébrer. Mais le poète, dans certaines circonstances, n'a pas le choix de taire son chant, de se mettre en lutte. Parce que s'il célèbre, ce serait jouer le jeu de celui qui le domine. C'est ce que Miron nous dit dans ce vers-là. Je ne chante plus, donc je fais plus ce qu'un poète devrait faire. Je ne suis plus en train de célébrer. Je pousse la pierre de mon corps. Je lutte. Je pousse la pierre de mon corps pour ceux qui connaissent le mythe de Sisyphe. Moi, je triche, je connais Albert Camus, donc ça aide. Mais donc, pour ceux qui connaissent Sisyphe, qui fait gravir le rocher en haut, il retombe tout le temps, c'est désespérant un peu. Mais bon, alors c'est ça, je pousse la pierre de mon corps. C'est la même chose. Miron, c'est un peu Sisyphe. Le poète Miron, c'est
le poète qui monte ce rocher-là, qui est toujours condamné à redescendre. Il n'y a jamais de victoire, ça n'arrêtera jamais. Jamais le rocher là, va se stopper là, puis enfin, le travail est fini. Non, ça continue toujours. Alors, voilà. Le poète ne peut pas être poète pleinement. Il doit s'engager. D'ailleurs, il y a un très beau texte aussi dans L'Homme rapaillé qui sont les notes sur le poème et le non-poème. C'est magnifique. Donc, le non-poème, c'est toute cette lutte-là. C'est tout ce que l'homme québécois, l'écrivain en fait québécois, a à faire aux yeux de Miron avant de se mettre à écrire. Avant de se mettre à écrire le poème, il faut passer par-dessus le non-poème. Il faut vaincre le non-poème. Donc, tout ce qui empêche d'écrire le poème. Et donc, la situation dans laquelle Miron se trouve pour lui, ça crée une impossibilité, en fait, de l'écriture. Alors, bon, je vous parlais d'engagement. L'engagement, des fois, a des conséquences. Alors, en octobre 70, Miron fait partie le chiffre là, diffère, c'est soit 350, 450, 500. Les arrestations, il me semble, c'est 450, là. Mais donc, j'ai lu plusieurs choses de sources qui sont assez fiables habituellement. Mais donc, plusieurs gens qui sont arrêtés. Mais ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a des artistes qui vont être emprisonnés au moment des événements d'octobre. Gaston Miron va rester 11 jours. Vous connaissez peut-être un peu les circonstances. Mais quand même, c'est assez particulier. C'est une expérience dont Miron n'a pas tant parlé. C'est ce que Pierre Neveu nous dit. Il est resté assez silencieux, mais je le sais pour l'avoir vu, par exemple, il y a Gérald Godin aussi, Pauline Julien, qui ont été arrêtés au même moment, qui étaient des bons amis de Gaston Miron. Cette expérience-là était assez effrayante. Ils ont vécu beaucoup de peur, en fait, pendant cet événement-là. Et donc, il y a quelqu'un qui était un ami, qui n'était pas un écrivain, lui qui était un syndicaliste, qui a aussi été arrêté, qui est resté, lui, plus longtemps en prison, qui s'appelle Michel Chartrand, et j'ai le goût de vous le faire entendre. Donc, à sa sortie de Parthenay, après 4 ans de prison, il parle de Gaston Miron, donc qui était un bon ami. Êtes-vous amer? Amer? La justice non, il y a des gars qui me doivent 4 mois, par exemple. Je trouve ça épouvantable quand on a rentré des gars comme Miron, par exemple, et des artistes. Un pays qui renferme ses artistes, ses poètes, au besoin qui les force à s'exiler, ça fait la Grèce des colonels puis l'Espagne de Franco. C'est ça qu'on a vécu dans le Québec puis dans le Canada. Parce qu'il y avait des gars à Ottawa puis à Québec qui étaient trop lâches pour faire face aux événements, puis faire face aux nouvelles générations. C'est rien que ça le problème. Alors, on va recommencer à crier parce qu'il faut crier quand on est dans le trou. Puis on va se remettre de niveau. Comme dit Miron le Magnifique, les hommes vont marcher de front. Alors, ça c'est Michel Chartrand, toujours très coloré. On n'a pas ce qu'il dit après, mais c'est formidable. Pour ceux qui savent, vous irez voir. Hein? Oui, mais en fait, ce qu'il dit, il dit, le journaliste de Radio-Canada, hein, on s'entend, Radio-Canada, qui lui demande, Monsieur Chartrand, qu'est-ce que vous allez faire maintenant là, que vous êtes sorti après 4 mois de prison? Et Michel Chartrand répond, je m'en vais baiser. Fait que 4 mois, pas de femme, pas de soleil. Et là, lui aussi, il répétait certaines choses. Il a dit, vous savez, hein, à notre âge, les femmes aiment beaucoup ça parce que nous, on pense que c'est la dernière fois, fait qu'on y met tout notre cœur. Alors, ça, c'était du Chartrand. Mais donc, c'est un bon ami de Gaston Miron, entre autres. Il y a eu une implication dans une très belle photo là où on sent très bien l'hilarité du groupe. Donc, implication au Parti Rhinocéros. Miron s'était présenté, hein, ça aussi, s'est présenté quelques reprises en politique, mais entre autres contre Pierre Elliott Trudeau, sous la bannière du Parti Rhinocéros, bien sûr, qui était très sérieux. Mais donc, il y a des grandes amitiés chez Gaston Miron, et c'est pas les moindres. Honnêtement, là, les gens que je vais vous présenter, ce sont des grands intellectuels, des grands artistes qu'on a eus, alors qui ont été
dans l'entourage de Gaston Miron. Gaston Miron, je vous dirais que à l'époque où il a bien sûr écrit, c'était un animateur culturel, hein, c'était un éditeur, l'Hexagone, fondé en 1953, il a publié beaucoup de poètes, mais donc Gaston Miron connaissait beaucoup de gens, non seulement au Québec, mais aussi à l'étranger, avec plusieurs amis écrivains en France. Ça a été un ambassadeur absolument extraordinaire de la littérature québécoise en France. D'ailleurs, il y a un très beau passage dans la biographie de Neveu où on voit le premier voyage de Miron en France. C'est absolument magnifique quand il raconte, en fait, dans le bateau, parce que à ce moment-là, on le faisait par bateau, mais donc il dit à qui veut l'entendre, je m'en vais apprendre le Québec à la France. Alors, c'est pas rien. Mais dans les faits, il va réussir à le faire. Ça va être un des grands ambassadeurs de la littérature québécoise. Et d'ailleurs, il va participer à l'émission de Bernard Pivot. Bernard Pivot qui va lui accorder une place très, très importante, d'ailleurs, dans une émission là, sur la poésie. Alors, les amitiés, il y en a en France, mais il y en a aussi beaucoup au Québec. Pierre Vadeboncoeur, donc grand intellectuel québécois, dit ceci de Gaston Miron. Donc, on ne tarit pas d'éloges du côté des amis de Gaston Miron sur l'homme qui était le poète. Alors, Miron ne concevait pas sa propre grandeur comme grande. Loin de la revendiquer comme telle, le regard de Miron était tourné dans l'autre sens. La grandeur de Miron était subordination à une autre grandeur, de sorte qu'elle était foncièrement humilité. Ça revient, ça, dans les témoignages concernant Miron. Ceux qui ont connu le poète le savent bien, surtout. Ils connaissaient l'homme. Ce poète était d'abord un homme. Il y a des poètes comme ça, où on se reconnaît en fait dans ces poètes-là. On se sent une espèce de solidarité, une fraternité. J'ai vu la même chose avec Albert Camus. Donc Albert Camus aussi qui, dans La Peste, va dire, moi ce qui m'intéresse c'est d'être un homme. La biographie de Pierre Neveu, c'est la vie d'un homme. C'est ça, c'est cette modestie-là de l'homme qui avance, qui persévère, qui lutte, parce que des fois, il a lutté, mais toujours au nom de cette espèce de grandeur de ce que peut être l'homme, l'être humain, bien sûr. Et là, il dit, il n'y avait pas meilleur camarade que lui. C'est il y a un passage, c'est la première partie de l'humanité improvisée. Et très, très intéressant, c'est ce texte, en fait, dans la mesure où, dans le fond, Vadeboncoeur oppose Miron à la vacuité. Il est très sévère par rapport à notre époque, à certains moments, Vadeboncoeur, mais donc, il oppose Miron, la grandeur de Miron, à la vacuité dans laquelle on se retrouve dans la postmodernité. Alors, assez intéressant ici comme point de vue. Ensuite, vous avez Pierre Perrault aussi, le cinéaste, poète, qui dit ceci de Gaston Miron. C'est à l'occasion de la remise du prix du Vernet en 1978. Et si cette voix de Miron s'accorde justement à une idée que nous nous faisons nous-mêmes. Peut-être justement parce que c'est un peu tout le monde, c'est écrit comme ça là, dans le texte, qui a pour ainsi dire accouché du poète Miron. Il a suffi qu'il écoute, qu'il reconnaisse cette voix de nulle part, qui grondait. Mais c'est intéressant, le fait de dire, c'est peut-être en fait tout le monde qui a accouché du poète Miron. Je pense à une phrase aussi de Gilles Vigneault qui dit dans Les gens de mon pays, « Est-ce vous que j'appelle ou vous qui m'appelez? » Comme si à certaines époques, étant donné les circonstances, on avait appelé les poètes, on avait appelé cette époque-là qui est absolument formidable. Moi, je suis nostalgique des années 60-70. J'envie ceux qui les ont vécus. Moi, je suis né après, dans la grande déception de 80, où on a arrêté de... Mais bref, on voit bien que parfois, effectivement, c'est peut-être le peuple. C'est peut-être, Miron a quand même le mérite d'avoir écouté, mais c'est peut-être le peuple qui avait besoin d'une voix, et Miron s'est fait cette voix. Alors, pour que recommence la chanson de nous-mêmes, le goût de chanter. Alors, vous voyez encore que recommence le chant, comme si le chant était arrêté, le chant était perdu. Donc, le chant était à retrouver. Et ensuite... Vous avez Jacques Brault, là, c'est
vous savez, en préparant cette conférence, là, j'avais un peu, d'une certaine façon, le syndrome de l'imposteur, parce que il y a Jacques Brault, entre autres, qui est un grand poète, qui a fait une conférence extraordinaire sur Gaston Miron en 1966. Ce qui est formidable, c'est qu'à ce moment-là, Miron n'a pas encore publié. Donc, il a publié dans des revues, il a publié dans des journaux, mais L'Homme rapaillé n'est pas encore paru. Donc, ça va être juste en 1970, la première édition de L'Homme rapaillé. Mais malgré tout, il existe une légende Gaston Miron. D'ailleurs, là-dessus, Foglia, Pierre Foglia, ou Folia, il semblerait qu'il ne faut pas dire léger, mais bref, lui, le journaliste de la presse, à un certain moment, il a écrit un article. Et il disait, il faisait l'éloge de Gaston Miron, puis c'est quand même assez rare qu'il fait l'éloge d'écrivains. Mais donc, il dit à la fin une phrase qui est, un peu à l'image de ce qu'est Pierre Foglia, mais il dit, faudrait bien que je le lise. Mais là, il vient de faire l'éloge du poète Gaston Miron, et il dit, faudrait bien que je le lise. Mais donc, probablement que c'était une boutade là, de Foglia, mais ça dit un peu ce qu'est Gaston Miron. Donc, il y a l'homme avant, oui, il y a les poèmes, bien sûr, les poèmes font le poète, mais il y a Gaston Miron d'abord. Il y a Paul Pelletier aussi qui, dans une entrevue, disait, donc, qui est une femme de théâtre bien connue, et elle disait, Gaston Miron, il y a une présence particulière. Elle disait, quand Gaston Miron là, vous serre la main, là, ce qu'on entend, là, il ne le dit pas, mais ce qu'on entend, c'est « on n'est pas de la marde ». On n'est pas de la marde. Donc, c'est important, ce charisme-là de Gaston Miron, ça fait partie du personnage, ça fait partie de ce qu'il est, et plusieurs personnes le notent. Alors, tel est donc Miron le magnifique, quand il ne sera plus balançant son corps et pagayant des bras pour accompagner son discours poétique. Donc, l'interprétation aussi de ses poèmes était importante. Quand il verra bien en face la vérité de ses contradictions, nous et d'autres qui viendront, c'est un peu prophétique, nous attendrons encore cette poésie où rien de petit et de mesquin n'a prise, où tout, malgré les souffrances mises à nu, concourt à hausser l'homme vers l'humain. Donc, ça fait écho un peu à ce que votre bon cœur disait. Alors, ça nous dit un peu ce qu'a été Gaston Miron. Il y aura encore plein de choses à dire, puis je vous conseille d'ailleurs Un long chemin. Donc oui, il y a L'Homme rapaillé, ça c'est sûr, je vous le conseille. Donc c'est l'œuvre. Il y a eu les poèmes épars aussi, là, mais l'œuvre, c'est une œuvre unique. Donc L'Homme rapaillé, mais il y a aussi donc Marie-André Baudet, toujours Pierre Neveu, font paraître depuis quelques années des ouvrages sur Gaston Miron. Donc vous avez un long chemin, ça c'est dans le fond, une série d'essais, des conférences. C'est l'œuvre parlée, en fait, de Gaston Miron. Alors, très intéressant. Et aussi, vous avez, est-ce que je l'ai? Ça, oui. Donc, L'avenir dégagé. Alors, qui est un passage d'un des poèmes de Miron, L'avenir dégagé. Mais ça, c'est tous les entretiens. Il y en a 16 en tout. Donc, des entretiens là importants que Miron a eu avec des journalistes, avec des intervieweurs. Très intéressant aussi pour comprendre. Et il y a aussi un entretien avec un traducteur. Donc, un traducteur brésilien. Et ça nous aide à comprendre le processus de création de Gaston Miron. Ça peut être intéressant aussi. Je vous le conseille. Bien sûr, je vous conseille ça. La biographie, ça vaut la peine. Alors, je suis venu pas mal pour ça, pour essayer de vous dire, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Gaston Miron. Pourquoi? Puis là, peut-être que je tombe dans un piège. Peut-être que, dans les faits, je donne du sens à ce qui est contingent, ce qui est aléatoire. Dans le fond, Miron réapparaît. Bon, il y a un succès. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que c'est un peu des circonstances. C'est le fait d'avoir chanté les chansons par Vincent Vallière, par justement Michel Rivard. Ça touche un plus grand public. Moi, je pense que ça peut... on peut aller plus loin. Je pense qu'il y a un sens à cette résurgence de Miron, à cet intérêt pour Miron, étant donné le contexte particulier dans lequel on est. Quand je lisais Miron,
je l'ai redécouvert. Ça a été quand même assez long avant que je le découvre. Je l'ai lu un peu à l'université, mais j'avais pas eu le choc. C'est venu peut-être il y a 5 ou 6 ans. Donc, quand je lisais Gaston Miron, je lisais son œuvre comme une œuvre passée. Une œuvre qui parlait de phénomènes qui étaient passés. Or, puis c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Peut-être que, comme je vous dis, j'essaie trop de donner du sens à ce retour de Miron, mais je pense qu'il y a quand même des liens à faire entre des manchettes qu'on voit ces derniers temps, entre des faits qu'on voit apparaître ces derniers temps, et ce que Miron, donc, nous disait il y a quelques années. Alors, premièrement, l'enthousiasme. Alors, difficulté des partis souverainistes, l'aliénation. L'enthousiasme. J'ai oublié un H, hein, ça c'est pas fin. Je suis un professeur de littérature, donc l'enthousiasme c'est avec un H parce qu'on est enthousiaste. Donc, il y a un H, on l'imagine, on le crée dans notre tête. Donc, l'enthousiasme. On va passer à une autre chose, tout de suite. J'ai eu ça. Ah, je savais qu'il allait au moins en avoir une, ça c'était sûr. OK, l'enthousiasme. Donc, passons à ça. Il y a présentement une espèce, vous savez, hein, je recommencerai pas la chanson, en fait, il y a du cynisme dans la population. Il y a une recherche, on cherche des gens, des fois, il y a certaines personnes attendent un messie, un être charismatique. Hein. D'ailleurs, charismatique, si on reprend l'étymologie, c'est l'espèce de grâce divine. Hein. On attend ça de quelqu'un, on attend que quelqu'un apparaisse puis qui nous dise, qui a une espèce de projet porteur, qui soit capable de nous parler, de nous redonner espoir. On attend ça. On en entend parler. On se demande qui est-ce que ça va être, d'où ça va sortir. Puis là, il y a des gens qui apparaissent, puis là, on en fait des messies, mais le messie, oups, il passe, puis on passe au suivant. Mais donc, on est à la recherche d'un enthousiasme. Et Jacques Parizeau, vous l'avez reconnu, ancien premier ministre québécois, qui, à l'émission de Marie-France Bazot, a eu une réponse étonnante, en fait, sur cette question de qu'est-ce qui manque au Québec? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Alors, je vous laisse répondre à cette question. Protéger leur monde, parce que la mondialisation des gros... Ça vient tout de suite après. Et ça aussi, des dérives dangereuses. Le Québec a besoin de quoi en ce moment, à votre avis? L'enthousiasme. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait rallumer la bougie de l'enthousiasme? Les artistes, les poètes. Oui. Votre réponse est tout à fait étonnante. Je pense que c'est venant d'un politicien. En fait, il y a quelques artistes qui ont dit ça, et on sent qu'ils prêchaient pour leur paroisse, de la part d'un ancien politicien, d'un économiste, cette réponse-là qui vient spontanément, je la trouve belle, et je la trouve étonnante. Et rassurante aussi. La Révolution tranquille, là, je disais ça comme une blague, moi, autrefois, puis plus les années ont passé, puis j'ai pris ça au sérieux. À mon sens, ça a été l'œuvre de 4 ministres, enfin 3 ministres, un premier ministre, une vingtaine de fonctionnaires, oui, ou assimilés, puis d'une vingtaine de chansonniers, de poètes. 50-60 personnes maximum. Mais attention, les poètes et les chansonniers. Oui. Et les fonctionnaires, écoutez, là, quand on chantait dans les salles, les partis politiques, c'est le début d'un temps nouveau. Vous chantiez, vous? Ben, comment donc? Alors, Marie-France Bazot le dit, ancien premier ministre, économiste surtout, donc elle est vraiment surprise de cette réponse-là. Donc, peut-être qu'effectivement, des poètes pourraient redonner cet espoir-là. Si on ne les trouve pas dans la société dans laquelle on est, puis pourtant, il y en a, je pense que, je prends quelqu'un, je l'ai nommé tout à l'heure, mais Fred Pellerin, je pense que l'hommage qu'il a fait à Gilles Vigneault lors du dernier gala de la disque a touché plusieurs auditeurs. Et va peut-être un peu dans le sens de cet enthousiasme-là, malgré que Fred Pellerin a un discours qui est parfois très, très
pessimiste sur l'avenir du Québec. D'ailleurs, Fred Pellerin, dans son premier album, reprenait une chanson de Pauline Julien, « Mommy Daddy ». Hein? Donc, il la reprend avec grande émotion. D'ailleurs, il a dit en entrevue qu'il avait eu de la difficulté à passer au travers cette chanson-là, tellement l'émotion était grande. Alors, voyez, cet enthousiasme-là, pour l'instant, on va le rechercher chez peut-être des poètes qui ont des artistes. Et donc, je pense que dans cette vingtaine d'artistes, là, de chansonniers, de poètes, dans ce groupe, je pense que Parizeau pensait, entre autres, à Gaston Miron, bien sûr, Gilles Vigneault, les Leclerc, les Léveillé, tout ça, mais je pense que Miron faisait partie de ce groupe-là. Ensuite, un autre point, difficulté des partis souverainistes. Alors, dans les années 60, la poésie s'est beaucoup tournée sur le thème du pays. D'ailleurs, on a nommé ce qu'on pourrait appeler un courant, là, la poésie du pays. Alors, le pays, là, très souvent ressortait dans les poèmes, bien sûr, dans les poèmes de Miron, mais dans d'autres poèmes d'autres artistes. Et donc, ce sont les artistes qui ont porté, bien sûr, les politiques là, faisaient toutes sortes de réformes pendant la Révolution tranquille, mais ce sont les artistes qui ont porté ce désir d'indépendance, ce désir de souveraineté ou d'indépendance, mais ce désir de libération du peuple québécois. Et donc, est arrivé, à la fin des années 70, le Parti québécois. Le Parti québécois va être porté au pouvoir en 1976. Mais donc, après que les artistes aient porté ce thème-là, aient porté le pays sur leurs épaules, dans leurs textes, pendant longtemps, quand des partis politiques comme le Parti québécois reprennent cette lutte, les artistes vont mettre de côté un peu cette thématique-là. Dans les années 70, on va faire de la poésie, une poésie qui va être souvent un peu plus formelle. Il y a le féminisme aussi qui va prendre une place importante donc dans les œuvres des artistes de cette époque-là, dans les œuvres des poètes et des poètes féminins et masculins, bien sûr. Alors, les artistes vont délaisser la cause. Et là, encore une fois, là, peut-être que j'essaie de donner trop de sens à ce qui se passe, mais devant les difficultés que vivent plutôt les partis souverainistes, donc le Bloc, on l'a vu, qui est presque rayé de la carte le 2 mai, donc là, le PQ, ça allait mal, ça remonte un peu, mais donc, peut-être que les artistes aussi, peut-être qu'on veut trouver une autre voie, quelqu'un qui va nous parler de cet espoir-là que certains ont d'une manière différente. Peut-être que les artistes vont pouvoir réinvestir d'une certaine manière ce discours sur la souveraineté. Et donc, il n'y a pas meilleur exemple d'artiste qui investit ce discours que Gaston Miron. Alors, dans ce que Gaston Miron dit, il y a peut-être des choses qui encore, puis on le verra tout à l'heure, peut-être des choses qui encore aujourd'hui, sont d'actualité. C'est peut-être ce qui explique l'engouement. Peut-être qu'il y a des réponses chez Miron qu'on ne trouve pas ailleurs. D'ailleurs, l'aliénation, on y reviendra. Il y a un texte aussi que je vais vous présenter. Mais donc, oui, l'aliénation aussi. L'aliénation, c'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui fait peur, qu'on n'aime pas comme le coloniser. On n'aime pas ça, la colonisation. Mais l'aliénation, c'est un mot qui fait peur, mais pourtant qui est très simple. C'est, dans les faits, vivre soit dans la langue de l'autre, dans la culture de l'autre. Ou donc, avoir une influence déterminante d'une autre langue, d'une autre culture, sur notre propre culture. C'est ça, dans les faits, l'aliénation. Alors, est-ce que on la vit encore, l'aliénation? Il y a certaines manchettes encore qui pourraient nous dire que peut-être on la vit d'une certaine manière. Alors, l'opposition dénonce le choix d'un vérificateur général unilingue anglophone. Voyons ce que Miron disait sur la question en 1974, conférence de l'Estérel.
conférence importante qu'il a prononcée, qui se retrouve dans donc le recueil Un long chemin. Alors, il y a là une autre apparence qu'il faut démonter, celle du bilinguisme collectif, d'un bilinguisme du tout. Alors qu'en fait, c'est seulement la partie du tout qui a comme idéal de devenir bilingue, si elle ne l'est pas encore, bien sûr, la partie minoritaire. Mais quand viendra le jour où tous les Canadiens français seront bilingues, le Canada entier aura la même langue et la langue de la partie, la langue de la minorité, aura perdu son caractère de nécessité. Le bilinguisme collectif ici équivaut à l'unilinguisme anglais et à chaque fois qu'un Canadien français devient bilingue, il contribue à faire du Canada un pays unilingue. Alors, je vous dirais que ce texte-là aurait pu être écrit il n'y a pas si longtemps que ça. Très souvent, Miron, il est prophétique. Miron, il annonce ce qui viendra. Et en lisant ce texte-là, ben, on peut se dire, est-ce que ce que Miron nous annonce là est en train de se concrétiser? Tout au moins, il faut se prémunir, il faut faire attention parce qu'il y a danger de dérive, alors que pourtant, il y a eu plein d'améliorations, bien sûr, avec, entre autres, la loi 101 au Québec. Ensuite, des patrons unilingues anglais à la caisse de dépôt, une maîtrise 100% en anglais au HEC, donc qui souhaitent attirer plus d'étudiants étrangers. Voici ce que Miron avait à dire là-dessus. Alors, dans le bilinguisme, le bilingue plutôt de naissance, tant que le Québec ne possédera pas les instruments politiques de sa culture et de son destin, la contrainte socio-économique anglophone jouera à toute fin pratique ce rôle de coercition et d'unilinguisme. L'anglais demeurera la langue de prestige, de promotion sociale. Prestige, promotion sociale. Sa force d'attraction continuera de s'exercer toujours plus au détriment d'une langue québécoise dévalorisée. Alors, encore une fois, ça aurait pu être une réponse actuelle. D'ailleurs, ce matin, Mathieu Bock-Côté, qui est un jeune sociologue, si je ne me trompe pas, qui était à Tout le monde en parle dimanche, allait un peu dans ce sens, dans sa chronique au Journal de Montréal. Alors, encore là, Miron se fait un peu prophète, nous annonce ce qui viendra peut-être. Ensuite, bon, quota de francophones à la radio, la 10 porte plainte contre 11 stations. Celle-là, j'ai pas de texte à l'appui de Gaston Miron, mais j'ai une anecdote là-dessus pour vous dire comment, moi, ça m'est arrivé une fois de sentir assez profondément cette aliénation. Bon, toujours en aliénation, être dans la culture de l'autre. Mon lecteur CD, dans lequel je faisais jouer justement les 12 hommes rapaillés. Ça jouait en boucle, tellement que mes filles me demandent le soir de chanter des chansons de... Bon, peu importe. Mais c'est ça, je suis en train d'en faire des monstres, mais des beaux monstres. Des beaux monstres. Mais donc, j'écoutais ça sans fin. Gilles Vigneault, Claude Léveillé, je vous le dis, là, j'en rajoute pas, c'est vrai. Pauline Julien, ça jouait. Puis les plus jeunes aussi, Carquois, Yann Perrault, tout ça, ça jouait. Dans mon lecteur CD, à tue-tête, chantait, formidable. Mon lecteur CD s'est brisé. J'ai ouvert la radio. Je me suis senti aliéné. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire que, voilà, c'est en anglais. C'est en anglais tout le temps. J'écoute du classique, maintenant. C'est ma solution. Mais donc, j'ai vraiment vécu le choc. Et puis, on trouve ça normal. Hein? Je vous dirais que ce sentiment-là, je ne l'ai jamais eu auparavant, plus jeune, alors que pourtant, j'écoutais exactement la même musique. Bon, c'était pas la même chose, c'est pas les mêmes artistes. Bon, Lady Gaga a remplacé Madonna, mais le fait est que j'écoutais ça et tout était normal. Les films, c'est la même chose. Je fais le test très souvent avec mes étudiants. Vos films, hein? Est-ce que c'est des films qui sont québécois ou français ou américains? Les films que vous consommez le plus souvent? La plupart disent, mais c'est des films américains. On vit dans la culture de l'autre. On les écoute en français, mais des fois même, on les écoute en anglais. Mais ça, c'est comme ça, on est inondé constamment. Encore une fois, là, je ne veux pas
faire la morale là-dessus. Je vais juste constater. Je vais juste vous dire ce sentiment-là que j'ai eu très, très fort. Et là, ce que Miron disait dans ses textes, tout à coup, ça gagnait en réalité. Ce que je pensais lointain, je me disais, ben non, les gains ont été faits. Ce que Miron décrit, c'est une situation passée. Non, c'est encore d'actualité. On pourrait parler, puis là, bon, je le fais pas parce qu'on ne s'entend pas là-dessus, mais de Montréal, qui pour certains s'anglicise. Alors, il y a toutes sortes d'anecdotes. Il y a des gens qui travaillent en anglais, alors que parfois, ils sont un groupe de francophones. Il y a une personne qui parle en anglais, on se met à parler en anglais. Alors, et ça, des anecdotes comme ça, c'est pas juste une à travers plein de conversations. C'est plusieurs fois que j'entends ça chez des gens qui vivent à Montréal. On ne le vit pas nécessairement quand on est éloigné de la grande région de Montréal, mais ça semble, déranger parfois certaines personnes. Ensuite, et je vais terminer avec ça, donc Miron demain. Qu'est-ce qui va rester de Miron demain? Qu'est-ce que... puis même, encore une fois, Miron lie son œuvre au destin du peuple. Et je vous dirais que la survie de l'œuvre de Miron est peut-être en relation avec la survie du peuple québécois. Alors, peut-être que ce sera la vie agonique, l'agonie, la mort qui s'en vient. Donc peut-être que c'est ce qui nous attend. Puis Miron avait un poème, il disait lui-même de ce poème que ce poème lui faisait peur. Alors, c'est on peut le retrouver dans les poèmes épars. C'est un poème qui est écrit vers la fin de sa vie. Marie-André Baudet, que j'ai eu la chance de côtoyer, me disait, puis qu'il nomme dans ce poème, elle me disait que, après avoir tout donné, en fait, en 1995, il est mort en 1996, mais après avoir tout donné pendant la campagne électorale, il était déjà très malade, il était déjà affecté. Il voulait continuer à lutter, mais il y avait peut-être un désespoir qui naissait. Il y avait peut-être une crainte, une inquiétude assez fondée que son rêve de faire du Québec un pays n'allait pas nécessairement se réaliser. Alors, voici ce qu'il écrit: ma femme Marie-André, Emmanuel, ma fille, mes camarades de toujours à jamais, enterrer le corps de poésie, mon cadavre d'amour en ce peuple, là où il n'y a ni croix ni écriteau, mais où flageole une lumière brûlée. Et n'usez plus vos yeux à faire se lever l'horizon. Et n'usez plus vos yeux à faire se lever l'horizon. C'est peut-être une des voies vers lesquelles on se dirige. C'est une voie pessimiste. Il y en a une plus optimiste. L'avenir dégagé. Encore une fois, je reprends là un passage d'un poème de Miron. Une strophe magnifique dans « Avec toi ». Et peut-être, je parlais des jeunes qui ont été attirés par l'aventure des hommes rapaillés. Alors peut-être que Miron prophétique aussi se disait que la relève allait arriver et reprendre son combat. Alors je sais que d'autres hommes forceront un peu plus la transgression. Des hommes qui nous ressemblent, qui vivront dans la vigilance, notre dignité réalisée. C'est en eux, dans l'avenir, que je m'attends, que je me dresse, sans qu'ils le sachent, avec toi. Cette strophe-là, en fait, je suis allé voir, il n'y a pas si longtemps, un film d'Hugo Latulippe, République. Je ne sais pas si vous connaissez Hugo Latulippe, c'est un jeune cinéaste vraiment extraordinaire. Il a fait un film République, donc il y a eu quand même, dont on a parlé passablement, avec toutes sortes d'intervenants, porteurs de plein d'espoir. Et j'écris à Hugo Latulippe, je lui dis, merci pour ce film-là. Et je lui dis, dans le fond, et dans son film, en quelque part, l'extrait que je vous ai présenté avec Chartrand, il ne présente pas l'extrait comme tel, mais on entend juste Chartrand parler et dire, comme dit Miron, magnifique, les hommes vont marcher de front. Et donc, je dis à Hugo Latulippe qu'effectivement, il faut peut-être devenir
ces hommes prophétisés par Gaston Miron dans ce poème. Et donc, et surtout dans cette strophe. Et Hugo Latulippe me répond, cette strophe, je l'avais dans mes poches au moment de la première de République. Juste pour vous dire que Miron est là. Il y a plusieurs jeunes qui se rassemblent autour de Gaston Miron, autour de cette œuvre-là, qui veulent ajouter, mais qui se sentent une filiation très, très claire avec cet artiste-là, et donc qui veulent peut-être devenir ces hommes prophétisés par Gaston Miron. Ce qu'il restera de l'homme rapaillé, c'est comme ça que je vais terminer. En fait, tout dépend de l'avenir. De quel sera l'avenir. Alors si, bien sûr, là, encore une fois, je reprends l'idéal de Gaston Miron, ce désir de libérer le peuple québécois, mais donc, si jamais ça ne vient pas, Miron, malgré tout, ça c'est le liminaire, la préface, en fait, de l'homme rapaillé, qui est un petit poème. Je vous en cite un extrait. Donc, si le pays n'advient pas, alors, Miron dit, je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. La lutte recommencera toujours tant que la mort ne sera pas consommée, la mort de cette culture-là, de ce peuple-là. Donc, le travail sera toujours à recommencer, il va toujours commencer quelque part. Alors, ça peut être ça, mais si, effectivement, le pays se fait, ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va pouvoir enfin sortir. Là, je vous ai fait une conférence où je vous ai parlé beaucoup de l'engagement politique de Gaston Miron. Mais l'œuvre de Gaston Miron ne se résume pas à ça. C'est important de le dire. Et peut-être qu'un jour, si effectivement, comme le souhaitait Gaston Miron, le pays se fait, que le Québec devient un pays, mais peut-être qu'on pourra redécouvrir Miron différemment. Peut-être qu'on pourra voir des poèmes, et puis j'ai le goût de terminer avec Miron, justement, mais peut-être qu'on pourra lire des poèmes comme... Attendez un peu, je le trouve. Trop beau, pas le choix. Oh, non, ça va être bon. Ça va être bon. Je vous le promets. C'est une blague. Okay. 59. Merci Jean-François de me mettre de la pression. Alors, bon, c'est la marche à l'amour. Je veux juste vous lire les premiers vers de la marche à l'amour. Alors, ce sera peut-être en fait le commencement de ça, le commencement de la redécouverte de Miron, du poète extraordinaire qui était Gaston Miron, qui aurait pu être notre prix Nobel. Honnêtement, il était de ce calibre-là. D'ailleurs, en boutade, Falardeau disait, en parlant de Pablo Neruda, qui est un poète chilien qui a gagné le prix Nobel de littérature, il disait, Neruda, là, c'est un poète presque aussi bon que Gaston Miron. Formidable, donc Gaston Miron aurait eu l'étoffe d'un prix Nobel, assurément. Alors, la marche à l'amour, on va terminer là-dessus. Tu as les yeux pères des champs de rosée. Tu as des yeux d'aventure et d'années-lumière. La douceur du fond des brises au mois de mai. Dans les accompagnements de ma vie en friche, avec cette chaleur d'oiseau à ton corps craintif. Moi qui suis charpente et beaucoup de fardoche. Moi, je fonce à vive allure et entêté d'avenir, la tête en bas, comme un bison dans son destin. On va pouvoir lire ça. Voilà. Merci.